Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sciences humaines et sociales dans le sport. Après avoir abordé les thèmes sport et socialisation et sociologie descriptive du sport dans les vidéos précédentes, nous allons maintenant aborder la thématique du sport entre modernité et postmodernité. Dans cette partie, nous aborderons les points suivants: définir le sport, nous définirons les sports modernes et pour terminer, nous définirons les sports postmodernes. 4.3.1 Définir le sport. Il existe de nombreuses définitions pour démontrer ce qu'est le sport moderne. Pour Jacques Thibault, le sport est un fait de civilisation participant du jeu et du travail dont la dominante est la recherche de la prouesse physique dans le cadre de règlements et d'institutions spécifiques. Pour Jean-Jacques Thibault, pour qu'il y ait sport, il faut qu'il y ait institution et réglementation des pratiques. Pour Alan Gutman, les sports sont définis comme des compétitions physiques et ludiques, c'est-à-dire comme des compétitions non utilitaires qui intègrent la mesure des performances physiques. Donc pour Alan Gutman, pour qu'il y ait sport, il faut qu'il y ait mesure de performance. Pour Christian Possiello, le sport est une compétition réglée dans des conditions strictes de standardisation. Afin d'expliquer le plus clairement possible l'émergence des sports modernes, nous devons aborder les principaux éléments du modernisme. 4.3.2 Sport moderne. A. Définir la modernité. La modernité se déploie sur tous les registres de l'activité sociale, politique, économique, culturelle, religieuse, sportive. Les sociologues de Tocqueville, Marx, Weber, Durkheim ou encore Simmel ont décrit la modernité comme le produit d'un effort constant pour s'arracher aux traditions, aux hiérarchies arbitraires, aux croyances obscures, en maintenant un idéal de progrès des connaissances, des techniques, des rapports sociaux. Celle-ci favoriserait l'individualisme, la rationalisation, la spécialisation des activités. B. Sport moderne versus sport antique. Il faut différencier le sport moderne du sport antique. Les jeux grecs relevaient d'une signification mythique, rituelle et étaient intégrés dans une logique religieuse, théologique. Le sport moderne, quant à lui, a une logique technologique et économique. Il apparaît en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et se développe en France au XIXe siècle. L'émergence du sport moderne est étroitement liée au progrès industriel. Avec le développement de machines industrielles de plus en plus performantes, la taille des exploitations agricoles augmente et l'industrie connaît une très grande expansion. Le commerce se développe et les pays s'enrichissent. Le sport et sa logique propre apparaissent au XVIIIe et XIXe siècle. Dans les pays européens touchés par cette évolution, cette révolution industrielle, dans un premier temps en Angleterre, puis en France. Avec une nouvelle économie, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. On retrouve ce rapport à l'argent dans le domaine sportif. C'est la logique même des activités physiques qui va changer, en passant de la pratique populaire et traditionnelle festive à un sport populaire où l'optimisation des performances est essentielle pour gagner dans un premier temps les défis puis les paris. C'est développement du sport. Tout au long du XVIIIe siècle, les jeux traditionnels se développent. Les nobles encouragent ces pratiques populaires en organisant des espèces de défis, qui les mettent en concurrence par l'intermédiaire de leurs domestiques, dans des combats qui préfigurent des combats de boxe. Ces pratiques servent de support à des paris. Ils organisent aussi des courses à pied dans lesquelles s'affrontent les laquais et les messagers de la noblesse. La logique originelle des jeux populaires est bouleversée. Même si on utilise toujours les mêmes activités, les pratiques populaires étaient liées au calendrier festif. Des combats et des courses étaient organisés pour les fêtes de village. Mais les nouvelles pratiques, non seulement ne tiennent pas compte de ces calendriers, mais en plus le remplacent par un autre calendrier
basée sur l'alternance de périodes d'entraînement et de périodes de compétition. L'entraînement et plus généralement la préparation des boxeurs et des coureurs déborde très largement le temps de rencontre et l'occasion du divertissement. Les premières réflexions sur la manière de préparer de façon optimale les participants émergent. C'est là que se retrouve la logique de l'évolution industrielle. On améliore aussi la prise de mesure, on enregistre les records, on utilise pour la première fois, en 1731, un chronomètre pour mesurer la vitesse d'un cheval. Les entraîneurs apparaissent, des athlètes et des boxeurs se professionnalisent, tout cela relève de la même logique d'efficacité de la performance relative à la société industrielle émergente. Des jeux traditionnels au sport moderne. Pour par le bas, les jeux physiques traditionnels étaient le petit théâtre local où se rejouait la singularité de la vie de village. On y retrouvait des divertissements que l'on appelait le désport. Ces pratiques, ces divertissements connaissaient une existence régionale et lorsque un jeu traditionnel se répandait dans les villages aux alentours, les villageois se l'appropriaient en adaptant les règles au relief et aux coutumes du cru. Cependant, la situation change au XIXe siècle, le sport va accompagner la révolution industrielle et les jeux physiques traditionnels vont changer de nature et vont se transformer en sport. Les jeux physiques passent du rituel au record pour Gutmann. Les caractéristiques de rationalité et de standardisation du mode de production capitaliste vont leur conférer de nouvelles propriétés fort éloignées de celles des divertissements villageois. L'espace du sport devient un espace étalonné et stable. Les objets du sport deviennent des produits industriels de haute technologie. La mesure, les scores et les records règnent désormais sur les stades. On voit apparaître des institutions sportives, ces pratiques qui étaient populaires, folkloriques, entrent dans une nouvelle structure. On passe des jeux traditionnels au sport, avec pour objectif la poursuite du record, avec un intérêt de plus en plus grand pour la vitesse. Les institutions qui sont créées vont réduire les distances de course pour les rendre beaucoup plus spectaculaires. Comme troisième caractéristique qu'on peut mettre en avant, c'est l'obsession du mesurable. Il faut que toute pratique sportive soit quantifiable et mesurable, afin bien évidemment de battre des records. Les pratiques vont devenir moins violentes, plus réglementées. Les pratiques traditionnelles originelles sont donc édulcorées, les règlements se stabilisent, on définit des normes, la technique s'affine, tout ceci pour standardiser les pratiques physiques dans l'optique de comparaison des performances. On est toujours dans l'obsession du mesurable. L'individu veut se comparer à l'autre. C'est ainsi que la boxe s'éloigne du combat de rue. La sportification. La sportification est un phénomène qui se décompose en trois mécanismes. Le premier concerne l'institutionnalisation de la pratique avec la mise en place d'une bureaucratisation et d'une formalisation des normes, c'est-à-dire la réglementation des pratiques pour que celles-ci soient pratiquées de la même façon sur l'ensemble du territoire. La bureaucratisation et la formalisation des normes a également permis l'uniformisation des lieux de pratique, c'est-à-dire qu'on a déterminé la taille d'un stade par exemple, ou la taille d'une piste d'athlétisme, 400 mètres avec ses couloirs. On a également déterminé les temps de pratique. Une rencontre de football dure 2 périodes de 45 minutes. On a mis en place des championnats avec une réglementation bien particulière, avec par exemple en football une victoire en rapport 3 points et un match nul 2 points pour pouvoir faire un classement final. On a également hiérarchisé les performances afin d'établir des classements par niveau, par sexe ou par âge encore.
Contrairement aux jeux traditionnels, dans lesquels les règles peuvent être discutées en laissant à chaque partie la liberté de conclure un pacte singulier entre les pratiquants, à l'image du football du pied d'immeuble, dans lequel l'équipe en infériorité numérique va pouvoir demander d'avoir un goal volant, les sports modernes vont supposer une standardisation des règles et des normes avec un comptage strict et un contrôle pointilleux des performances réalisées. Le deuxième mécanisme met l'accent sur la codification de l'activité sportive. Par la recherche de la performance, à travers la normalisation des entraînements et des compétitions, la mise en place d'écoles de sport, la spécialisation des rôles et l'apprentissage des modèles techniques les plus efficaces. Il s'agit de valeurs modernes, prométhéennes, qui renvoient à des idéologies coubertines et mafésioléennes, caractérisées par l'entraînement dans des structures institutionnelles, à l'image des CREPS ou également de l'INSEP, la performance, mais aussi le développement de la pratique compétitive à haut niveau. Ces structures-là permettent aux individus de rentrer dans ce qu'on appelle un triple projet qui est à la fois scolaire, sportif et professionnel. On va entrer dans ces structures-là sur sélection et les personnes qui y rentrent vont également avoir un suivi psychologique. Le dernier mécanisme s'inscrit dans la mise en scène de la médiatisation croissante, garante de visibilité des événements et de l'orthodoxie sportive. La recherche du spectacle est garantie par l'équité des protagonistes. Cette sportification intègre donc les traits du modèle sportif, institutionnalisation avec une fédération, des ligues, un comité directeur, des clubs, mise en place d'un cadre réglementaire contraignant, mise en place de compétitions standardisées avec des niveaux bien précis, départementaux, régionaux, nationaux, internationaux, mais également la médiatisation des événements. L'ensemble de ces processus, dont le but principal est de générer un impact mondial, s'organise à la faveur du spectacle pour le développement du sport. Le spectacle du sport est donc une réalité. Il ne peut y avoir aujourd'hui sport professionnel sans les médias. La glorieuse incertitude du sport, la fidélité au club et la présence de stars constituent un cocktail irrésistible qui permet de battre des records d'audience et de séduire les annonceurs. La théâtralisation du sport et sa médiatisation en font un phénomène global, populaire et parfois populiste. 4.3.3 Sport postmoderne. A. Définition de postmodernité. La postmodernité correspond à une période repérable dans les sociétés contemporaines occidentales. Elle commence à la fin du XXe siècle. Regardez cette citation de Lyotard. Après 2 siècles de modernisation, de rationalisation de l'existence, de désenchantement du monde, maintenant que le rythme du progrès infini est quelque peu saturé, celui du tourbillonnement dionysiaque mérite attention, imaginaire, plaisir, désir, fête, rêve, redeviennent les maîtres mots de la révolution silencieuse de l'individu. Michel Maffezoli caractérise la postmodernité par le bien-être social, c'est-à-dire un retour exacerbé de l'archaïsme ou de l'allégresse de la vie primitive, de la vie native. Pour Casalegno, ce bien-être social est le résultat d'une régrédience caractérisée par un retour à des valeurs archaïques conjointes au développement technologique. Régrédience veut dire la satisfaction pulsionnelle des individus. Les individus cherchent à satisfaire leurs pulsions. Bauman attire l'attention sur un retour au tribalisme et à l'incohérence. La postmodernité flatte la recherche du plaisir. Depuis les années 1970, avec la libération sexuelle, celle-ci a apporté l'idée qu'il ne fallait surtout pas réprimer
mais qu'il fallait exprimer ses désirs et chercher à les suivre. Notre société partage l'opinion selon laquelle le bonheur, c'est la satisfaction de tous les désirs. B. Les sports de glisse comme archétype. Les sports de glisse sont considérés comme l'archétype des sports postmodernes. Avec l'apparition dans les années 50 des sports californiens, est née une rupture dans l'évolution des sports. Commence à apparaître alors une forme de sport nettement alternatif qui a pris le nom de fun ou encore de glisse. La glisse est l'essence du fun. Elle se conçoit qu'aux marges de la société et se présente comme une quête absolue. Les surfeurs des années 50 se présentent comme des marginaux, des rebelles sociaux, créant pour la première fois un véritable mode de vie sportif alternatif. La glisse est donc la traduction sportive d'une évolution de la société qui prône un mode de vie fondé sur la marginalité, la rébellion, la primauté des sensations et du plaisir, la recherche de l'extrême et celle de la liberté. En rejetant les lieux de pratique conventionnels, dans lesquels les individus ont des comportements imposés par les règles et par la sportivisation des pratiques qui avaient été mises en place, les individus, en allant chercher à pratiquer dans la rue, les glisseurs cherchent surtout à promouvoir leurs préférences pour le fun et la prise de risque. L'enjeu ne révèle plus simplement de la victoire sur l'autre, car chacun est devenu un champion face à un enjeu personnel, déterminé de manière strictement autonome. L'importance n'est plus de gagner ni de participer, mais de prendre son pied. C'est la postmodernité dans les sports d'aujourd'hui. On retrouve cette notion de postmodernité dans les pratiques sportives d'aujourd'hui avec le développement de sport-loisirs. Une pratique sportive de loisirs auto-organisée dans laquelle les acteurs ont une culture analogique place la recherche de plaisir, de sensations et d'émotions au centre de celle-ci, contrairement aux cultures sportives digitales qui correspondent au modèle sportif traditionnel, au modèle sportif moderne, avec des classements, mesures de performance et des compétitions. Pedrazini montre que dans la pratique sportive postmoderne, les normes sportives classiques sont contestées. Le fait de pratiquer en pleine nature ou au cœur des villes, la glisse, ouvre de nouveaux espaces, de nouvelles libertés, un aspect ludique, un aspect festif, qui va à contre-courant du modèle spartiate des clubs qui sont jugés trop contraignants en termes d'horaire, de lieu et de calendrier. Comme le montre le discours de Pierre, j'ai arrêté l'équitation l'année dernière, j'en avais marre d'y passer tous mes week-ends et ça me déprimait de voir certains parents mettre trop la pression sur leur enfant, bonne note en cours, bonne note au concours équestre, ça va bien. Aujourd'hui, de plus en plus d'adolescents rejettent la culture sportive disciplinaire pour aller vers des pratiques sportives alternatives comme celles que l'on trouve dans les sports de rue. Des sports ou pas sports. Est-ce que les sports de rue sont vraiment des sports? On pourrait très bien se poser la question. La réponse est plus difficile que ça en a l'air. Car effectivement, selon la définition que l'on va apporter à la pratique sportive, on va pouvoir répondre parfois non, car le sport, pour Christian Possiello, est un système de compétition organisé dans le temps, autonome, c'est-à-dire un calendrier, et dans des espaces urbains structurés, des stades, des gymnases, permettant à ceux qui sont engagés et spécialement préparés de réaliser une prouesse ou de rechercher une performance. A contrario, si on prend la définition de Georges Hébert, on va pouvoir répondre oui à cette question. Car pour lui, le sport, c'est tout genre d'exercice ou d'activité physique ayant pour but la réalisation d'une performance et dont l'exercice repose essentiellement sur l'idée de lutter contre un élément. Une distance, un obstacle, un danger, un adversaire et par extension contre soi-même.
toujours postmoderne. Dans la pratique des sports de rue, on assiste, comme pour les sports traditionnels, au phénomène de sportivisation. Ce sont les fédérations qui, voyant l'engouement des pratiquants pour certaines disciplines, essaient de les absorber à des fins financières. Quand ce n'est pas les fédérations, ce sont des boîtes événementielles privées qui organisent des événements de grande envergure, à l'image du FIS à Montpellier et de ses fortes retombées économiques pour la ville. Le phénomène de sportivisation des pratiques postmodernes donne naissance aux pratiques sportives hybrides. C'est notamment le cas dans la pratique du skateboard. Julien Laurent montre qu'avec l'arrivée des skateparks, la pratique du skateboard a connu des mutations, des changements, car en standardisant les lieux de pratique, le skatepark, avec ses modules par exemple, la pratique du skateboard se rapproche de plus en plus des sports modernes. Pour lui, ce rapprochement des sports modernes pourrait brouiller l'opposition entre la culture analogique et la culture digitale mise en avant par Alain Lauré. Avec d'un côté les pratiques inscrites dans une culture digitale, c'est-à-dire celles qui sont institutionnalisées, se déroulant dans des sites domestiqués, normés et standardisés, qui permettent d'établir des distinctions hiérarchiques entre les compétiteurs. De l'autre côté, les pratiques inscrites dans une culture analogique, c'est-à-dire des pratiques dites fun, non institutionnalisées, occupant l'écosystème naturel ou urbain, sans respecter les réglementations en vigueur, ce qui rend difficile l'évaluation des performances entre les pratiquants qui utilisent selon leur envie des espaces mouvants et fluctuants. Le sport de compétition, qui constitue le standard de la culture digitale, nécessite la délibération de juges qualifiés, tandis que dans les pratiques urbaines, l'acteur est le seul responsable de son activité et de sa prestation. L'émotion prime sur la raison dans les pratiques inscrites dans la culture analogique. Cependant, Julien Laurent émet l'hypothèse que dans le skateboard, la culture digitale et la culture analogique ne présenteraient plus d'opposition mais fonctionneraient en interdépendance. Ce fonctionnement en interdépendance fera l'objet de la prochaine vidéo.